Bienvenue dans la première vidéo de la fondation de Rome. Notre histoire commence vers 1180 avant Jésus-Christ, à l'époque de la guerre de Troie. Troie qui se trouve ici. Petit résumé de la guerre de Troie, avant d'aller plus loin, c'est les Grecs, commandés par Agamemnon, qui veulent reprendre Hélène, prise par Paris, le fils du roi Priam, qui est donc roi de Troie. Donc après un certain temps, les Grecs réussissent à prendre Troie, grâce à la ruse d'Ulysse, et le fameux cheval de Troie. Et donc ils réussissent à prendre Troie, ils saccagent la ville, ils massacrent une partie de la population, et une autre partie de la population réussit à s'enfuir, menée par Énée, l'un des héros troyens. Et c'est avec lui et leur départ que commence notre histoire. Parmi les réfugiés qui accompagnent Énée, il y a Anchise le père, et dont la mère d'Énée est Aphrodite. Vous avez Creusé, la femme d'Énée et la fille de Paris, roi de Troie. Vous avez leur fils Ascagne. Et dans cette fuite, les dieux et Aphrodite ordonnent à Énée d'abandonner Creusé. Et donc, pour obéir aux dieux, Énée abandonne Creusé. En fait, la princesse Créuse, si je prononce bien son nom, est donc la fille du roi Priam, roi de la ville de Troie. Et son destin varie en fonction des légendes, de l'interprétation de la légende. L'une des premières variantes, une première version, c'est que Créuse aurait été capturé par les Grecs et envoyé en Grèce. Une autre version dit qu'alors qu'Énée fuyait la ville de Troie en flammes, il aurait perdu de vue sa femme Créuse et ne l'aurait pas retrouvée. Il serait retourné à Troie, l'aurait cherché mais ne l'aurait pas retrouvé. Créuse aurait été tué. Et en tout cas, c'est ce qu'il aurait apparu dans l'une de ses visions à Énée. Et puis, dans l'une de ses visions aussi, lui aurait prédit ses voyages à la recherche d'une nouvelle patrie. Et puis, une autre, c'est que tout simplement, les dieux auraient demandé à Énée d'abandonner volontairement Créuse, et parce qu'ils avaient un autre dessein pour Énée. Donc, Énée, avec son père, son fils, et un certain nombre de Troyens réfugiés, décide de s'enfuir pour fonder, selon les vœux des dieux, une autre Troie, une nouvelle Troie, dans le territoire d'Hespérie, l'actuelle Italie. Donc nos réfugiés troyens se dirigent vers Antandros, construisent un certain nombre de navires et fuient en direction de la Thrace. Le voyage d'Énée sera considéré comme l'équivalent de l'Odyssée d'Ulysse. Et dans ce périple, il sera soutenu par sa mère, Aphrodite. Mais de l'autre côté, Héra, qui a soutenu les Grecs durant la guerre de Troie et qui a une haine profonde des Troyens, fera tout pour empêcher les projets d'Énée d'aboutir. Énée arriva sur les terres de Thrace. Il décida de fonder une cité. Au moment où il taillait un arbre, le fantôme de Polydore, fils de Priam, tué pendant la guerre de Troie, lui apparut. Il lui dit que le roi des Thraces n'était plus l'allié des Troyens, et que la Thrace était une terre cruelle, qu'il ne pourrait pas réaliser son rêve ici. Il lui indiqua donc de partir de la Thrace. Avant de partir, Énée érigea un autel et sacrifia un animal en l'honneur de Polydore,
le fils de Priam, est parti définitivement de Thrace. Une fois partis de Thrace, Énée et ses compagnons se dirigèrent vers le sud, en direction de l'île de Délos, pour aller chercher des réponses chez l'oracle d'Apollon. L'oracle leur annonça qu'ils devaient aller chercher leur mère antique, leur mère première, la patrie de leurs ancêtres. Anchise comprit qu'ils devaient aller sur l'île de Crète, l'île des ancêtres troyens qui étaient partis pour aller fonder la cité de Troie. Ni une ni deux, ils partirent de Délos et se dirigèrent vers l'île de Crète, où une fois débarqués, ils fondèrent la cité de Pergame. Ils pensèrent avoir trouvé leur vraie patrie, là où Zeus avait été élevé. Ils érigèrent des temples et des palais. Malheureusement, ils vécurent des sécheresses et des maladies, et une partie des Troyens moururent sur l'île de Crète. Les dieux troyens apparurent à Énée et lui expliquèrent qu'ils n'étaient pas les bienvenus sur l'île de Crète, que Zeus savait que Héra haïssait les Troyens, et que s'ils continueraient à vivre sur l'île de Crète, ils connaîtraient le malheur. Les dieux troyens expliquèrent à Énée qu'ils étaient venus sur la terre des mauvais ancêtres, et qu'ils devaient aller en Hespérie. C'est de là qu'étaient partis leurs glorieux ancêtres, Dardanus, l'un des fondateurs de Troie. Les Troyens repartirent en mer en direction de l'Hespérie, cette patrie qui leur avait été promise. Mais en chemin, ils durent traverser une tempête de 3 jours, et durent se guider uniquement à travers les étoiles. Une fois la tempête passée, les Troyens réussirent à trouver un lieu d'accostage. Ils atterrirent sur les îles Strophades. Ils pensaient trouver un lieu accueillant. Ils pensaient s'établir définitivement sur cette île. Ils trouvèrent des chèvres qu'ils purent chasser et manger. Malheureusement, ils furent attaqués par des harpies qui volèrent leur nourriture et les harcelèrent. Ne pouvant pas lutter, ils décidèrent de quitter l'île définitivement. En quittant les îles Strophées, ils se dirigèrent vers le nord en direction des Épires. Ils arrivèrent dans le port de Butrote, sur le territoire de la tribu des Chaoniens. Énée et ses hommes rencontrèrent Hélénus, roi du pays et époux en secondes noces d'Andromaque. Andromaque, la veuve d'Hector, le fameux héros troyen qui combatta Achille pendant la guerre de Troie et qui fut tué par ce même Achille. Hélénus est un prince troyen, l'un des fils du roi Priam. Et surtout, c'est l'un des seuls survivants de la famille royale troyenne. Hélénus raconta à Énée ce qui lui était arrivé à la suite de la chute de Troie. Hélénus a été emmené par Néoptolème. Néoptolème est le fils d'Achille. Pendant le siège de Troie, quand les Grecs entrent dans Troie et saccagent la ville, c'est Néoptolème qui tue le roi Priam. Donc Hélénus devient captif de Néoptolème et il est emmené avec Andromaque dans les Épires. Néoptolème épouse Andromaque. Andromaque est une héroïne troyenne de la guerre de Troie. C'est la femme d'Hector et c'est le modèle de l'épouse fidèle. Ensuite, Néoptolème finit par délaisser Andromaque au profit d'Hermione. Hermione, qui est la fille d'Hélène et de Ménélas. Ménélas étant le roi de Sparte, le mari d'Hélène, qui a été enlevé à Troie, est le frère d'Agamemnon, donc Agamemnon qui commanda les Grecs pendant la guerre de Troie. Donc, Néoptolème délaisse Andromaque pour Hermione, mais Hermione est l'amante d'Orestre. Orestre étant le fils d'Agamemnon. Orestre, par jalousie, tue Néoptolème pour récupérer Hermione et succède à Néoptolème sur le trône d'Épire. Hélénus épouse Andromaque et finit par succéder à Orestre sur le trône d'Épire. Lorsque Énée et ses compagnons décident de quitter Hélénus, il leur conseille, par l'oracle d'Apollon, entre autres, de contourner la Sicile au lieu de passage de Messine, afin d'éviter les monstres marins
de Charybde et de Scylla. Énée leur promet d'établir des relations amicales entre le royaume d'Épire et la nouvelle ville qu'il fonderait. Dans l'oracle, Énée apprend également qu'il doit rendre visite à la Sibylle de Cumée, et que c'est Héra que vient la colère divine qui lui impose ses épreuves. Les Troyens, auxquels sont à présent mélangés des soldats du peuple d'Hélénus, Hélénus qui leur a offert des pilotes, des barreurs, des rameurs, des armes et des chevaux. Énée et Anchise sont désormais réarmés. Ils reprennent la route des mers et accostent en Italie par le port de Castro, placé sous la protection de Minerve, c'est-à-dire d'Athéna. Après leur dévotion à la déesse, ils repartent en direction de la Sicile, évitant Scylla puis Charybde de justesse, et arrivent près de l'île de Sicile. De nuit, ils décident de mettre pied à terre, après avoir accosté au pied de l'Etna en Sicile. Et au petit matin suivant, ils font la rencontre d'un Grec nommé Achéménide, qui se présente comme compagnon d'Ulysse oublié dans la caverne du Cyclope Polyphène. Il est originaire d'Ithaque. Énée le voit arriver à lui, très affaibli, apeuré, suppliant de lui laisser la vie sauve et de lui accorder la fuite avec eux ou de le faire mourir. Anchise le calme, l'apaise, et Achéménide leur raconte son histoire depuis que Polyphène a dévoré plusieurs Grecs et qu'Ulysse lui a percé son œil unique. Il accompagnait Ulysse lors du retour de Troie, mais fut oublié par le héros lors du départ précipité de la terre des Cyclopes. Il se cacha ensuite et survécut en vivant de baies et de racines. Achéménide les supplie de quitter l'île au plus vite. Lorsqu'Énée et ses compagnons aperçoivent Polyphène, qui vint baigner son œil crevé dans la mer, Énée et ses compagnons prennent la fuite. Mais le Cyclope s'en rend compte, et il alerte ses frères et poursuivent les Troyens. Continuant leur trajet, les Troyens franchissent le cap du sud de la Sicile, puis longent la côte ouest, décident de faire une escale à Drépane, au pied du mont Eryx, où meurt Anchise. Énée érige un tombeau en l'honneur d'Anchise et décide de repartir en direction de la terre promise, l'Italie. Mais Héra, la femme de Zeus, entend bien continuer à empêcher Énée d'atteindre ses projets, coûte que coûte. Héra demanda au dieu du vent de créer une tempête pour empêcher Énée et ses compagnons d'atteindre l'Italie. Une tempête fit rage et faillit démonter tous les navires d'Énée. Mais Poséidon apparaît et exprime sa colère contre Héra pour avoir provoqué une tempête sans l'avoir averti. Poséidon chassa les dieux du vent et calma la tempête. Énée perdit quelques navires, mais sauva l'essentiel de sa flotte, qui se dirigea vers l'Afrique du Nord. Il accosta en terre de Libye, une terre dirigée par des étrangers venus de la ville de Tyr en Libye. Énée débarqua sur terre, et il apprit l'existence de la reine de Carthage, la reine d'Idan. Il décida, avec plusieurs de ses compagnons, d'aller à Carthage pour se présenter à elle, en lui offrant des cadeaux. Énée et Didon s'apprécièrent mutuellement. Didon était la protégée d'Héra, alors qu'Énée était protégée par Aphrodite. Aphrodite, sachant que Didon était la protégée d'Héra, surveilla que rien n'arrivât et décida d'agir. Aphrodite demanda à l'un de ses fils, Cupidon, d'agir pour envoûter Didon afin qu'elle soit passionnément amoureuse d'Énée. Cupidon, déguisé en Ascagne, en profita pour piquer avec l'une de ses flèches la reine Didon. Le lendemain, Didon invita Énée pour une campagne de chasse. Au bout d'un moment, pendant la campagne, Didon déclara son amour à Énée. Didon et Énée entamèrent une relation amoureuse, mais qui n'échappa pas à la déesse Héra. Héra allait voir Aphrodite et lui proposa une trêve. Il lui proposa même une alliance pour que Didon et Énée s'associent afin qu'ils deviennent une grande puissance. Mais ce que Héra ne dit pas à Aphrodite, c'est que cela permettrait
à faire abandonner à Énée son projet d'aller en Italie. Malheureusement, la rumeur de leur union atterrit dans les oreilles des dieux, et n'étant pas contents, ils envoyèrent Mercure dire à Énée que sa mission n'était pas de rester à Carthage, mais d'aller en Italie. Et donc ils chargèrent Énée de quitter Carthage. Énée se prépara à son départ en secret, mais Didon l'avait découvert, et elle se mit en colère. Elle tenta de convaincre Énée de rester, mais Énée finit par partir. Didon, par désespoir, fit préparer un énorme bûcher. Elle jeta tous les affaires d'Énée. Didon pointa l'épée que lui avait donnée Énée sur son ventre, et cria à tous les Carthaginois d'être les ennemis éternels des descendants des Troyens, ce qui préfigurera les guerres puniques. Didon prit l'épée et se la planta dans le ventre, se créant une blessure mortelle, et se jeta dans les flammes du bûcher. Le peuple carthaginois n'oubliera jamais cette scène déchirante de la mort de la fondatrice de Carthage. Après le départ de Carthage, Énée décida de retourner en Sicile, dans la cité de Drépane, là où il a perdu son père l'année précédente, avant son départ pour Carthage. Là, il est accueilli par le roi Acestre, troyen par sa mère, qui l'autorise à organiser 9 jours de jeux funèbres pour enterrer Anchise. Pendant les jeux, Héra envoya Iris convaincre les femmes et les personnes âgées de rester au port en incendiant la flotte pour mettre un terme aux pérégrinations des Troyens en exil. Iris prend la forme d'une vieille Troyenne, fait son discours et met le feu au navire. Énée, alerté, se précipita et vit ses navires brûler. Il pria Zeus de l'aider à éteindre l'incendie en provoquant la pluie. Zeus ne permit pas aux anciens de brûler les navires. Il les menaça avec leurs éclairs et les arrêta. Zeus fit pleuvoir, ce qui permit de faire éteindre les bateaux encore en feu. Cette même nuit-là, Énée vit en songe son père Anchise. Anchise annonce à Énée qu'il doit rendre visite à la Sibylle de Cumée. Énée prit les hommes et les femmes les plus vaillants dans les navires qui restaient pour aller fonder la ville dans le Latium, là où les dieux lui avaient ordonné. Énée se dirigea en direction de la Cumée pour aller voir la Sibylle. Le voyage se déroula sans problème. Il était sous la protection de Poséidon à la demande de sa mère Aphrodite. Énée se dirigea vers Cumée. Une fois accosté, il descendit et se dirigea vers le lac Arverne, auprès de Cybèle. Sibylle lui déclare qu'il atteindra un jour ses objectifs, mais que pour cela, il aura à livrer des guerres. Elle lui conseille aussi de ne jamais abandonner. Énée annonce sa volonté de descendre aux enfers, afin de rendre visite à son père. La Sibylle accepte de lui montrer le chemin après certains rituels. La Sibylle lui donnant une branche dorée coupée dans un arbre sacré qu'il doit offrir à Proserpine, la déesse du printemps. Se situant au lac des Arvernes, il se dirige vers la porte des enfers et y entre pour se diriger vers les Tartares. Ils se rendent alors tous les deux dans un lieu entouré par la ténèbre, où ils rencontrent les ombres des différents monstres de la mythologie. Descendant au plus profond des entrailles de la terre, Énée et la Sibylle se trouvent devant le fleuve Styx, où ils rencontrent des âmes en errance. Énée interroge la Sibylle sur les fantômes. Elle lui répond qu'il s'agit des âmes des morts n'ayant pas reçu de sépulture, condamnées à errer 100 ans avant de pouvoir franchir le fleuve. Lorsqu'il rencontre le passeur des fleuves infernaux, Charon, qui a jadis laissé traverser quelques vivants de l'autre côté du Styx, celui-ci refuse d'embarquer Énée. La Sibylle parvient à le convaincre. Une fois le Styx traversé, nos deux compères arrivent devant la porte des Tartares, gardée par le chien Cerbère à 3 têtes.
Grâce au présage d'un rameau sacré, offert lors d'un bon augure de Vénus à son fils, ils réussissent à endormir Cerbère, et nos deux voyageurs abordent le monde des Tartares. Énée et Sibylle traversèrent d'abord le territoire des enfants morts au berceau, puis la terre des innocents condamnés à mort. Ils traversèrent le territoire des suicidés. Ils arrivèrent au champ des pleurs. C'est une plaine peuplée par les âmes morts prématurément. Ce sont des limbes, où se trouve le sang de ces morts, condamnés à mort injustement, les suicidés et les décès par amour. Énée y retrouve un certain nombre de personnes mortes pendant la guerre de Troie. Puis il revoit Didon, toujours en colère et rancunière, qui le fuit et va retrouver son premier amour, Psyché, car leur amour n'était pas mort. Puis ils arrivèrent sur la terre des soldats morts au combat, où séjournent les guerriers. Énée y rencontre Grecs et Troyens qui avaient participé à la guerre de Troie. Les premiers se retirent, les seconds entourent Énée. Là, il reconnaît un certain nombre d'entre eux. Énée discute un moment avec eux, puis repart avec Sibylle en direction des Tartares, présidé par Rhadamante, un des 3 juges des enfers. Le Tartare est le lieu des âmes damnées, éternellement pour une vie criminelle. Meurtre, inceste, trahison, etc. Énée y voit et y reconnaît certains d'entre eux. Puis ils sortirent des Tartares pour enfin arriver aux Champs-Élysées, lieu accueillant, où les âmes des personnes qui ont eu sur terre une vie méritante et vertueuse. Ce lieu connaît un éternel printemps et possède son propre soleil et ses propres étoiles. Énée y aperçoit Orphée, Musée et des inconnus. Il s'adonne à des jeux, des danses et des chants. Il y trouve aussi son père. Anchise, occupé à compter le nombre des âmes prêtes à se réincarner en les descendances d'Énée, retrouve son fils avec bonheur. Il explique à son fils que les âmes des enfers, après une purification de 1000 ans, reviennent parfois sur terre, mais doivent pour cela franchir le Léthé et en boire les eaux, qui leur feront tout oublier de leur vie antérieure. Ensuite, il présente à Énée ses descendants dont il voit déjà l'avenir, les rois d'Albe, Romulus et ses successeurs, Brutus l'Ancien, Pompée, Jules César et enfin Auguste. Rassuré sur son avenir, Énée décide de quitter Anchise et de remonter à la surface. La Sibylle et le héros remontent chez les mortels, par la porte d'ivoire, de la demeure du sommeil, puis rejoignent ses compagnons. Énée met les voiles en direction du Latium. Aphrodite demanda à Poséidon de protéger Énée, mais celui-là n'acceptera que quand ils feront un sacrifice en son honneur. Une nuit, un des pilotes de la flotte d'Énée, prénommé Palinure, tomba dans la mer et conduisait sa flotte vers l'Italie. Naufragé après avoir appelé en vain ses compagnons à son secours, il est resté pendant 3 jours à la merci du Notos, le vent du sud, jusqu'à son arrivée sur les plages italiennes où il ne trouvera pas le salut attendu, mais une fin cruelle, capturé par les populations indigènes, tué et abandonné à la mer. La requête de Neptune, dieu de la mer, ou Poséidon, fut ainsi exaucée. En effet, il accorda son aide à Vénus, donc Aphrodite, pour conduire la flotte d'Énée sur les côtes campaniennes en échange d'une victime. C'est à ce moment-là que Zeus intervient et met un terme aux agissements des différents dieux dans l'aventure d'Énée. Désormais, Énée pourra naviguer tranquillement jusqu'au Latium. Énée et le reste de sa flotte arriva à l'embouchure du Tibre. Ils s'engagèrent dans le Tibre et établirent un camp, et c'est là qu'ils comprirent qu'ils étaient arrivés à destination. Sur ces terres non loin vivait un peuple italique, gouverné par un roi qui s'appelait Latinus. Apprenant que des étrangers approchent, le roi Latinus
consulte un oracle qui lui déclare qu'il doit marier sa fille, Lavinia, à un étranger destiné à apporter la gloire à sa race. Pendant que les Troyens entamèrent la fondation d'une ville, Énée envoie une ambassade à Latinus afin de lui demander de pouvoir s'installer en paix. Faisant valoir que cet emplacement a été choisi pour les Troyens par les dieux et que les Latins ne regretteront pas d'avoir accueilli un peuple qui fera leur grandeur. Se rappelant l'oracle, Latinus accueillit les Troyens à bras ouverts et offrit sa fille unique en mariage à Énée. Or, cette fille était convoitée par de nombreux princes, lequel d'entre eux, Turnus, roi des Rutules d'Ardais, s'était démarqué. Turnus avait d'ailleurs la faveur de la reine Amata, épouse de Latinus. Constatant l'heureux dénouement annoncé par les aventures d'Énée, Héra jure qu'elle n'a pas dit son dernier mot et fait appel à la furie Aléko. Celle-ci commence par s'emparer de l'esprit d'Amata, qui reprochera à son mari d'avoir promis sa fille à un étranger, contre le souhait qu'elle avait de l'offrir en mariage à Turnus, pleurant et suppliant de revenir sur sa décision. Devant son mari, sourd à ses plaintes, l'épouse de Latinus enleva sa fille et la consacra au dieu Bacour, célébrant à grands cris le mariage de sa fille à Turnus, tandis qu'elle est rejointe par de nombreuses latines qu'elle invite. Pendant ce temps, toujours sur ordre de Héra, Alecto se rend auprès de Turnus, qu'elle encourage à prendre les armes contre Énée et ses compagnons. Elle lui dit : « Sors donc de ta langueur, va, vole, le temps presse. Rassemble tes soldats, déroule tes drapeaux. Des Troyens dans la Tibre embrasent les vaisseaux et renversent sur eux leur ville encore naissante. Pars, accomplis des dieux la volonté puissante. Et qu'un monarque ingrat, sans courage et sans foi, sache comment se venge un héros tel que toi. » Et puis, comme Cassius Belli, Alecto guide la lance d'Ascagne pour qu'elle blesse le cerf apprivoisé d'un jeune valet du Latium nommé Almon. Rassemblés pour des représailles, les Latins décident d'attaquer les Troyens. Durant l'attaque, Almon y trouve la mort. Arès, le dieu de la guerre, est sorti de sa tanière. Jeune courtisan du roi Latinus, Almon, fils de Tyrus, avait un cerf domestiqué. L'animal est mortellement blessé par Ascagne lors d'une chasse. Alors Almon et son père soulèvent les bergers latins contre Ascagne et les autres exilés de Troie. Une lutte s'ensuit, pendant laquelle Almon est atteint à la gorge par une flèche dont il meurt. Au front des bandes latines marchait le jeune Almon, l'aîné des enfants de Tyrée. Un dard siffle et le renverse. Le fer lui traverse la gorge, et dans leur route humide arrête, sous les flots de sang, l'air, la voix et la vie. La furie se rend alors auprès de Héra et lui propose de continuer à semer le trouble en allant plus loin encore dans l'horreur. La déesse, soucieuse de ne pas éveiller le soupçon de Zeus, renvoie Aléko aux enfers. En apprenant la mort de Almon, elle comprit que le premier sang de cette guerre venait de couler. Latinus, impuissant, ne parvient pas à empêcher que cette bataille éclate et de voir le Latium s'embraser. Turnus appelle ses alliés des cités environnantes au renfort, bien décidé à en découdre avec les Troyens. Énée, quant à lui, se trouve désemparé devant ces événements et s'endort près du Tibre. Il reçoit alors un songe de Tibernius, le dieu du fleuve. Celui-ci lui prédit qu'à l'endroit où Énée dort, son fils Ascagne construira Albe, une nouvelle ville puissante. Le dieu lui conseille par ailleurs de faire alliance avec le roi Évandre, qui règne sur la petite cité située sur la colline du Palatin, sur le site
de la future Rome. Et il ajoute aussi qu'Énée ne doit pas oublier d'honorer Héra, instigatrice de cette montée de violence. Pour preuve que ce songe n'est pas qu'un rêve ordinaire, le dieu annonce à Énée qu'à son réveil, il verra une laie blanche et ses 30 marcassins. Tous de même couleur. De fait, à son réveil, le héros aperçoit les animaux en question et les offre en sacrifice à Héra. Il part ensuite à la rencontre d'Évandre, en train de rendre hommage à Hercule. Énée est chaleureusement accueilli par Évandre et son fils Pallas, et les deux chefs concluent une alliance au nom de leur ancêtre commun. Vénus, ou Aphrodite, voyant la guerre devenue inévitable, demande à son mari Vulcain de forger des armes pour Énée et ses compagnons. Par la suite, Énée et Évandre cherchent des alliés. Ils ont alors l'idée de débarrasser les Étrusques de leur chef, un tyran nommé Mésence, allié de Turnus. Les forces de Énée et de Évandre se dirigèrent en Étrurie et délogèrent le tyran Mésence, allié de Turnus. Mésence est envoyé en exil à cause de sa cruauté et il s'installe dans le Latium. Énée et Évandre sont remerciés par les Étrusques et décident d'en faire leur chef, sur le conseil d'Évandre, vers qui ils s'étaient tournés d'abord. Mésence, sur le champ de bataille, était connu pour se complaire dans le sang et la cruauté. Le peuple romain le connaissait surtout comme blasphémateur ou qui s'attribuait les honneurs des dieux. Par la suite, Évandre et Énée se rendent auprès du chef étrusque Tarchon, au fil duquel Vénus apporta une armure, dans lequel un bouclier forgé par Vulcain pour les combats d'Énée contre Turnus, bouclier qui illustre de nombreuses scènes de l'histoire de Rome, de Romulus à la bataille d'Actium. Héra, constatant qu'Énée a quitté le camp troyen, envoya Iris inciter Turnus à attaquer celui-ci. Turnus et ses hommes se rendent au camp, mais les Troyens se retranchent dans leur forteresse. Turnus cherche alors à provoquer la bataille en incendiant les navires troyens, mais Zeus fait échouer les manœuvres en changeant les vaisseaux en nymphes. Turnus, sans se laisser impressionner, fait valoir auprès de sa troupe qu'aucune retraite n'est plus possible pour les Troyens, lequel commence à s'inquiéter. Le soir venu, Turnus met le siège devant le campement, et ses soldats décident de se détendre en jouant et buvant. La nuit tombée, Euryale et Nisus avertissent Ascagne qu'ils comptent sortir du camp pour rejoindre Énée. Autorisés à partir, ils traversent le camp des Rutules. Tous endormis à cause de la fatigue ou de l'ivresse, et en profitant pour en tuer un grand nombre, le massacre perpétré par Nisus est particulièrement violent. Il égorge et décapite plusieurs nobles ou rois du camp. Les deux Troyens laissent le camp ennemi après s'être emparés d'un important butin, notamment le casque de Mésape qui coiffe Euryale. Un groupe de cavaliers latins qui rejoignent Turnus, Volscène à leur tête, les aperçoit, repère Euryale au reflet du clair de lune sur son casque et l'encercle. Euryale, encombré par son butin, ne peut s'échapper. Nisus, s'apercevant que son ami ne l'a pas suivi, rebrousse chemin et découvre qu'Euryale a été fait prisonnier. De sa cachette, de 2 coups de javelot, il tue 2 soldats de Volscène. N'ayant pas vu d'où venaient les traits, il décide d'en faire payer le prix à Euryale. C'est alors que Nisus sort de l'ombre pour s'accuser et implorer Volscène d'épargner son ami. Volscène tue sur le champ Euryale, d'un coup d'épée entre les côtes. Nisus venge son ami en se lançant dans une bataille seul contre tous, tuant Volscène et mourant à son tour sous les coups de ses soldats. À l'aube, Turnus décide de lancer l'assaut contre le campement des Troyens. Les hommes de Turnus tentent en vain d'escalader les murs, étant repoussés par les Troyens à coups de pierre. Latins et Troyens subissent des pertes importantes, mais l'assaut ne cesse pas pour autant.
Ascagne, protégé par Zeus, tue Numanus, beau-frère de Turnus. Deux frères troyens, Pandare et Bithyas, décident d'aller ouvrir les portes du camp et massacrent les Latins qui tentent de pénétrer. Les Troyens font ensuite une sortie pendant que Turnus se rue à l'intérieur avec 4 hommes. Turnus tue Bithyas et Pandare, qui, voyant son frère mort, avaient décidé de refermer les portes. Turnus, assisté de Héra, n'a pas quitté le campement et massacre les soldats troyens avant que ceux-ci ne se ressaisissent grâce à l'intervention de Mars. Finalement, Turnus, abandonné par Héra, sur ordre de Jupiter, après 3 charges contre les soldats ennemis, se voit contraint de fuir, se jetant dans les eaux du fleuve depuis le haut des murailles. Zeus réunit les dieux afin de savoir pourquoi les combats ont eu lieu contre sa volonté. Aphrodite lui fait valoir que les Troyens s'installent en Italie parce que telle est leur destinée annoncée par les oracles. Mais Zeus en décide autrement. Elle le supplie de laisser au moins la vie sauve à son fils aîné et à son fils de celui-ci, Ascagne. Héra, quant à elle, accuse Aphrodite d'avoir déclenché le conflit en obligeant les Latins à se soumettre à des étrangers. Elle lui reproche aussi d'intervenir sans cesse pour sauver Énée. Zeus ne prend aucun parti. De son côté, Énée navigue vers le campement troyen, accompagné de ses alliés étrusques. En outre, il est accompagné de Latins, qui sont opposés à Mézence. Et la flotte qu'il dirige à présent compte alors une 30aine de navires. C'est alors que les navires troyens qui ont été changés en nymphes, grâce à Aphrodite, apparaissent à Énée, le conseillant de ne pas hésiter à se battre contre les Rutules. Les navires d'Énée et de ses alliés étrusques arrivent au campement. La bataille éclate. Énée tue un grand nombre d'ennemis, mais aucun des deux camps ne prend l'avantage. Devant la détermination de leurs adversaires, les cavaliers arcadiens qui soutiennent Énée songent à abandonner, mais Pallas, leur chef, les exhorte à continuer. Il aperçoit alors Lausus, fils de Mézence, dans le coin ennemi, mais ce dernier ne peut affronter Pallas et laisse sa place à Turnus. Au moment d'affronter celui-ci, Pallas, bien résolu à l'emporter, prie Hercule de le soutenir. Au moment d'affronter celui-ci, Pallas, bien résolu à l'emporter, prie Hercule de le soutenir. Hercule, entends ma voix des palais éternels, dit-il. Que ce Turnus, à sa main expirante, me voit ici ravi son armure sanglante, qu'il descende aux enfers la rage dans le cœur, et que ses yeux mourants contemplent son vainqueur. Hercule, sachant proche la fin de Pallas, fond en larmes, sur quoi son père, Zeus, lui inculque ce morceau de sagesse. Mon fils, dit Zeus, dans cet humain séjour, chaque mortel disparaît sans retour. Mais d'illustres faits vivre dans la mémoire, voilà la récompense et le droit de la gloire. Troie vit périr plus d'un enfant des dieux. Et Serpédon, mon fils, n'est-il pas mort comme eux? Ce fier Turnus lui-même, il faudra bien qu'il meure. Et l'Éparque, déjà, file sa dernière heure. À la suite d'un combat sans merci, le Rutule parvient à tuer Pallas et lui enlève son baudrier, mais accepte de rendre le cadavre du vaincu. La nouvelle de la mort de Pallas parvient à Énée. Ce dernier entre dans une colère noire. Et d'abord, il capture 8 jeunes hommes du camp ennemi pour les sacrifier sur le bûcher que brûlera Pallas. Puis massacre un grand nombre de guerriers. Avec l'aide de Vénus, avec son épée, il tue aussi le jeune blond Camerté, roi d'Amyclaé. Turnus est en grand danger. Quand Zeus, afin de compenser l'aide apportée par Aphrodite à Énée, accepte que Héra sorte le Rutule de ce mauvais pas. Cette dernière crée alors un fantôme à l'image d'Énée et le dirige vers la flotte de Turnus, afin que ce dernier le suive. Son plan se déroule à merveille, et une fois le roi des Rutules monté sur le navire, le fantôme disparaît et l'embarcation prend le large. Turnus étant parti, c'est Mézence
qui prend le commandement. Les combats continuent inlassablement, et aucun des deux camps ne prend l'avantage, au grand désespoir des dieux. Mézence veut alors s'attaquer à Énée, et lui lance son javelot, qui rebondit sur le bouclier de Vulcain. Énée riposte alors et blesse Mézence, qui doit se retirer. Lausus, le fils de Mésange, défie alors Énée, qui le tue. À la nouvelle de la mort de Lausus, bien que blessé à la cuisse, Mézence décide de rebrousser chemin pour venger son fils. Une lance dans chaque main, il pénètre dans la mêlée, où il trouve Énée, qu'il charge 3 fois. Énée le désarçonne, et finalement le tue d'un coup d'épée dans la gorge. Après avoir remercié les dieux de l'avoir aidé à remporter cette bataille, Énée prononce un hommage funèbre à Pallas et décide de rendre la dépouille à son père Évandre. À la porte du camp, Énée rencontre une délégation des Latins venus lui demander la faveur de récupérer leurs morts pour leur faire une sépulture. Il leur accorde sans réserve et leur dit « Armés, je les ai vaincus, immolés, je les pleure. » Puis il explique du même souffle qu'il n'a jamais voulu et ne veut toujours pas de cette guerre, et que c'est Turnus qui l'a souhaité. Drancé, ambassadeur des Latins, prend alors la parole, touché par la grandeur d'Énée, et tente de convaincre les siens qu'il est temps de mettre fin au conflit. Il dit que Turnus, à son gré, cherche ailleurs du secours, et pour les deux peuples, latins et troyens, de coexister en paix. Drancé représente chez les Latins le parti anti-guerre et le parti pro-troyen. Drancé est un vieillard jaloux de Turnus et favorable à Énée. Pendant ce temps, Évandre reçoit avec douleur la dépouille de son fils. Sans faire de reproche à Énée, fataliste devant la volonté divine, il fait le souhait que Turnus paie pour son crime. De nombreux bûchers sont allumés, du côté troyen comme du côté latin. Du côté des Latins, les ambassadeurs envoyés auprès de Diomède, roi de la cité d'Argyrippe, pour lui solliciter son appui dans la guerre contre les Troyens, viennent annoncer le refus de ces derniers. Diomède ne veut plus avoir à subir la colère d'Aphrodite, qui a suscité une passion pour un autre dans le cœur de sa reine, Aégialée. Devenu roi par son mariage, Diomède a quitté la Grèce dès son retour de la guerre de Troie, où il a fondé la ville d'Argyripa, dont il est devenu roi. Latinus propose de faire la paix, appuyé par Drancé, et Turnus est accusé de lâcheté parce qu'il a fui la bataille en regagnant son navire. Pour sa défense, Turnus, piqué dans son orgueil, rappelle la mort de Pallas, entre autres faits d'armes, reprochant à Drancé de n'être bon qu'en parole. Et lui rétorque « Oui, vous êtes Drancé, fécond en bons discours. Il faut que j'en convienne. Et l'on vous voit toujours tranquille, à rangueur, au sein de nos murailles, le premier conseil, le dernier aux batailles. » Pendant que les Latins débattent, l'armée troyenne, menaçante, s'avance. Turnus part les affronter avec ses alliés. Alors que Turnus décide de reprendre la tête des opérations, la reine Amata et ses partisanes se réfugient dans le temple de Minerve afin de prier pour la défaite d'Énée. Camille, reine des Volsques, offre son aide à Turnus, lui proposant d'attaquer Énée pendant que Turnus défendra la ville. Turnus préfère suivre un autre plan et demande à Camille de s'occuper de la cavalerie troyenne, tandis que lui-même tendra une embuscade à l'infanterie ennemie dans un terrain escarpé. La cavalerie rutule, arrivée à proximité de la cavalerie troyenne, décide de passer à l'attaque. Plusieurs assauts ont lieu, tous très violents, sans que l'un des deux camps ne puisse prendre l'avantage. La fougue du combat est à son sommet lors de la 3e charge, lorsque l'attention de Camille est attirée par les belles armes d'un prêtre troyen, Chloré, qu'elle charge pour s'emparer de ses biens, armes et vêtements. Haroun, un allié d'Énée, qui est à l'affût depuis quelque temps, profite de l'aveuglement de Camille pour l'or du prêtre et la transperce d'un coup de javelot, prêt à renoncer à toute autre gloire s'il parvient à faire mourir Camille dans une prière qu'il fait à Apollon. Apollon entend sa prière
et lui accorde de vaincre Camille, qui, mortellement blessée, décide de se replier et meurt peu après dans les bras d'Aca, sa compagne. L'annonce de sa mort excite autant les Latins que les Troyens. La déesse Diane, soucieuse de venger sa favorite, charge une nymphe Thrace de sa suite, Opis, de tuer Haroun, qui meurt, transpercé, d'une des flèches d'Opis. La fougue des guerriers, stoppée par l'événement, retrouve son apogée d'avant la mort de la reine. Les Latins et leurs alliés sont finalement vaincus. Ils se retirent en désordre vers leur ville. Ceux qui n'ont pas pu s'y réfugier avant que les portes ne se referment sont impitoyablement massacrés par les Troyens. Turnus, toujours en embuscade, est prévenu par Aca de la situation et parvient à la faveur de la nuit tombante à rentrer en ville. Ce soir-là, chaque soldat s'affaire à fortifier l'enceinte des camps installés devant la ville. Turnus annonce au roi Latinus qu'il compte affronter Énée en combat singulier. Latinus tente de le convaincre d'accepter plutôt la paix et qu'Énée épouse Lavinia, puisque les fortunes des armes jusqu'ici montrent bien que c'est la volonté des dieux. La reine Amata renchérit, craignant qu'une issue funeste pour celui qu'elle avait choisi pour gendre, mais Turnus ne veut rien entendre. À la plaintive Amate, il s'adresse en ces mots. « Reine, cessez vos pleurs, et que ce noir présage ne suit pas Turnus dans le champ du courage. De son sort désormais Turnus n'a plus le choix. Le destin a parlé, j'obéis à ses lois. Allez, Idmon, portez au tyran de Pergame ces mots qui jetteront quelques effrois dans son âme. Sitôt que sur son char l'aurore de retour rouvrira la carrière aux dieux brillants du jour, qu'il suspende l'ardeur de ces bandes troyennes. Dans le même repos, je retiendrai les miennes. C'est trop à notre cause immoler deux États. C'est à nous de finir ces funestes débats. Nous seuls déciderons du sort de l'Osnonie, et le fer nommera l'époux de Lavinie. C'est alors que Héra convoque Juturne, sœur de Turnus, et lui annonce qu'elle pourra toujours tenter de sauver son frère, mais que l'issue sera fatale. Les deux héros se font face, ayant chacun derrière lui une armée tenue de se contenter d'un rôle de spectateur. Lorsque Juturne prend la forme de Clammerté, qu'Énée avait tué en revenant au camp troyen, pour exhorter les troupes latines à ne pas laisser leur chef aller seul au combat et à prendre part à la gloire de la victoire. C'est alors qu'un premier guerrier lance une flèche et atteint un Troyen, ce qui déclenche une mêlée générale dont la fureur est telle que certains utilisent des objets de culte dans l'élan de leur fougue. De nombreux morts s'ensuivent dans les deux camps, et notamment Demède, fils de Dolon, tué par Turnus. Énée est blessé par une flèche, mais Aphrodite vient au secours de son fils en le guérissant discrètement grâce à une eau divine et à de l'ambroisie que lui administre son médecin Lapix, sans le savoir, mais prompt à le deviner. Énée reprenant les armes, Turnus et lui tuent de nombreux ennemis, tous deux proches de l'exploit personnel. Pendant qu'Énée ordonne l'incendie de la ville, désespéré, Amata, qui se reproche la responsabilité du désastre et croit Turnus mort au combat, se pend par désespoir. Après de nombreux démêlés, Turnus et Énée se retrouvent enfin face à face. Les deux armées s'arrêtent pour assister au duel. Sur le mont Olympe, Héra, qui est l'ennemi juré de Troie et qui tente de contrecarrer les plans d'Énée depuis le début, déclare forfait devant son mari, Zeus, qui a décidé que les Troyens s'installeraient en Lavinie. Elle l'implore, à tout le moins, de veiller à ce que le nouveau peuple issu du mélange des Troyens et des Latins porte le nom et adopte les coutumes de ces derniers, afin que le nom de Troie disparaisse à jamais. Jupiter accède à sa demande et ajoute que le peuple latin sera un peuple pieux qui saura rendre hommage aux dieux. Après un long combat, Turnus est terrassé par un coup de lance d'Énée. Il lui demande de l'épargner pour éviter à son père la douleur
de perdre un fils, et alors qu'Énée est prêt de se laisser attendrir, il remarque que Turnus porte le bouclier de Pallas, fils du roi Évandre, venu lui prêter main forte, et tué par Turnus, et ne pense alors qu'à le venger. Il achève le roi d'Irutule d'un coup d'épée dans le cœur. La mort de Turnus marqua la fin de la guerre du Latium, et Énée put enfin épouser Lavinia. Les Troyens purent vivre en paix et s'installer définitivement dans le Latium. Énée devint roi de la région du Latium, et son royaume fut réputé pour la sagesse et sa justice. La paix étant revenue dans le Latium, les Troyens devinrent des Latins. Énée fonda la cité de Lavinium en l'honneur de sa femme, et en fit sa capitale. Ascagne, en grandissant, devint comme son père, fort et juste. Il fonda par la suite la ville de Alba Longa, le point de départ de Romulus et Rémus, qui fonda par la suite la cité de Rome. Voilà, notre histoire s'arrête là pour cette vidéo, sur cette carte. Je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout cette vidéo pour ceux qui l'ont visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire des commentaires, à mettre des pouces bleus, voire à la partager si vous avez apprécié. Et je continuerai évidemment cette histoire de la fondation de Rome jusqu'à revenir en Gaule, parce que c'est l'objectif quand même, pour continuer l'histoire de Gaule et la formation de la Gaule. Mais en tout cas, il faudra peut-être attendre un petit peu. Et voilà, donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.